Marc Jancovici, on a assisté l'hiver dernier à une baisse de la consommation électrique, alors pour diverses raisons, explosion des prix, rareté du gaz, campagne sur les économies d'énergie. Ça, c'est de la sobriété finalement forcée, subie, une sobriété pilotée. Ça ressemble à quoi pour vous? Alors, c'est toute la différence entre ce que moi j'appelle la sobriété et ce que j'appelle la pauvreté. Pour être un peu plus précis dans les termes qu'on emploie, pour moi, la sobriété est quelque chose qu'on fait de manière active, donc on le désire, on le pilote, et c'est délibérément changer un usage qu'on effectue, histoire d'obtenir un gain sur les ressources, l'énergie, etc. Donc, par exemple, si j'habite dans un logement de 100 mètres carrés et que je déménage pour un logement de 70 mètres carrés, de façon délibérée, etc., c'est de la sobriété. Si j'avais une voiture et que délibérément j'arrête, je laisse ma voiture au garage un jour sur deux pour faire du vélo, de la marche à pied ou partager la voiture du voisin, c'est de la sobriété. Quand je l'ai décidé. Si le prix de l'essence est devenu tel que je n'ai plus les moyens de prendre ma voiture et qu'en traînant les pieds, je vais faire autre chose, comme on ne m'avait pas demandé mon avis, c'est plutôt de la pauvreté. D'accord ? Donc, si je n'ai pas les moyens, si je vis toujours avec mes enfants alors qu'ils ont 30 ans et qu'ils travaillent parce que l'ensemble parents-enfants n'a pas les moyens d'avoir 2 logements séparés, ça s'appelle de la pauvreté, ça ne s'appelle pas de la sobriété. Alors qu'ils le voudraient. D'accord ? Bon. Donc, c'est un peu subtil comme différence, mais ça fait toute la différence parce que quand on est actif, c'est qu'on accepte. Quand on subit, on accepte moins. Voilà. Ce qui s'est passé dans cette nomenclature, ce qui s'est passé l'hiver dernier, je le mets dans la case pauvreté. C'est-à-dire c'est des comportements subis, au sens où personne n'avait prévu de baisser son thermostat, etc., sauf que contre mauvaise fortune, bon cœur, et les gens l'ont fait. Voilà. Il faut bien voir que sur une planète finie, on aura l'un ou l'autre. D'accord ? On aura l'un ou l'autre. Donc, ou bien, parce que j'ai parlé tout à l'heure du pétrole, dont la disponibilité allait baisser de toute façon, mais c'est vrai aussi pour tous les minerais métalliques, par exemple. Tous les minerais métalliques, un jour ou l'autre, la production décroîtra. C'est écrit. La biodiversité, les ressources sont déjà en train de décroître. Voilà. Donc, sur une planète finie, il y a malheureusement, c'est assez facile de montrer que les approvisionnements en tout ce qui est physique ne peuvent pas être indéfiniment croissants, ni même indéfiniment constants. Donc, à un moment, on va devoir faire avec moins. Et donc là, on a 2 embranchements. On attend que ça nous tombe sur la figure, tout seul. Voilà. Ou bien, on le planifie, on l'organise et on essaye de le rendre désirable. Même si la deuxième option, il y a plein de gens qui vont se dire, c'est pas gagné d'avance. Je suis tout à fait d'accord, c'est pas gagné d'avance. Mais elle me paraît quand même être meilleure et beaucoup plus souhaitable que la première. Parce que la première, elle désorganise de manière certaine. D'accord ? C'est absolument certain que ça va mal se passer. Et en particulier, il faut bien voir que les désorganisations qui arrivent de manière subie, c'est en général des trucs dont on ne connaît pas à l'avance l'ampleur des conséquences. Je ne sais pas si ça va être un peu grave, très grave, pas grave, voilà. Bon, donc, voilà. Et aujourd'hui, en ligne de pente, on est plutôt parti, à l'échelle planétaire, j'ai envie de dire. Pour le moment, on reste encore plutôt parti du côté, on attend que ça nous tombe sur la figure. Voilà. Il y a un signe, il y a une actualité intéressante, pas plus tard que ce matin ou hier matin, il y a les Échos qui ont publié un article pour se plaindre du fait que la feuille de route de la planification écologique de Macron tardait à sortir. Moi, je trouve que c'est un signe très intéressant parce qu'un journal va rarement à l'encontre de ses lecteurs. Et si les Échos ont sorti ce papier, ça montre bien que quelque part dans une partie du monde économique, cette idée a commencé à faire son chemin, qu'une organisation, même avec des contraintes, c'était largement, une organisation pertinente évidemment, même avec des contraintes, était largement préférable à attendre de se prendre des baffes. Justement, ça rejoint ma prochaine question qui était effectivement sur les efforts qu'on demande aujourd'hui aux entreprises pour décarboner leur production, être responsable environnement. Voilà, vous m'avez compris, pardon. On a compris. Est-ce que le citoyen, lui, aujourd'hui, n'est pas un peu trop tranquille? Est-ce qu'il ne faudrait pas lui fixer un cadre plus serré et lui imposer des choix à un moment donné? Est-ce que c'est pas l'état de le faire? Alors, c'est déjà le cas. Suffisamment? Oui, c'est déjà le cas. Par exemple, quand on dit aux citoyens il n'y aura plus de contrats de location nouveaux dans les passoires énergétiques, ça le contraint tout à fait. Il faut savoir que la moitié du parc locatif privé, c'est des passoires énergétiques. C'est-à-dire c'est E, F ou G. Donc c'est quand même pas rien, la moitié du parc locatif privé. Ça concerne, sauf erreur de ma part, le parc locatif privé, 8 millions de ménages en France sur 30. Donc on n'est pas en train de parler de cacahuètes.
C'est déjà le cas, par exemple, en ce qui concerne les limitations de vitesse. On demande déjà aux gens de se restreindre, alors pas encore assez peut-être, mais voilà. Ça va être un peu plus le cas, et c'est très bien, en ce qui concerne les coups de pouce ou les malus appliqués aux véhicules à l'achat. Donc, alors, la bonne question, c'est où est-ce qu'on met le curseur? C'est-à-dire, où est-ce qu'on gradue? C'est déjà le cas avec l'interdiction du fioul dans le neuf, dans le bâtiment, etc. Donc, il y a déjà des choses qu'on impose aux citoyens. Je pense que le citoyen, tel qu'on le voit aujourd'hui, alors les gens sont descendus dans la rue pour les retraites, ils ne sont pas descendus dans la rue pour le moment pour l'interdiction de location des passoires énergétiques, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même une conscience chez le citoyen qu'il va devoir prendre sa part à l'effort. Après, la responsabilité de la collectivité, elle est de lui offrir des alternatives, même si l'alternative est en apparence moins confortable, plus exigeante, etc. Il faut quand même qu'il y ait une alternative. Et la collectivité se doit aussi de réorganiser le système productif, de telle sorte que si on dit voilà ce qui ne va plus être permis, il y ait la possibilité de fournir ce qui est permis ou ce qui est conseillé ou ce qui est souhaité, etc. Je reprends l'exemple des organes de chauffage. Si on dit on va éradiquer le fioul et le gaz dans les logements, ce à quoi je suis parfaitement favorable, il faut qu'on ait en face les usines et les bras pour faire des pompes à chaleur et des isolants. D'accord, et des gens capables de les poser correctement. Et des gens capables de les poser correctement. Et je suis tout à fait d'accord avec la remarque de Marianne Legnaud tout à l'heure sur le fait qu'on a dans la mentalité des élèves et des parents d'élèves, qui sont pour partie dans cette salle, un vrai sujet de représentation sur la noblesse des métiers manuels. C'est quand même un problème dans ce pays. Donc il y a déjà des efforts qui sont demandés aux citoyens. On pourrait considérer que pas assez, mais il ne va pas pouvoir les faire tout seul dans un système qui lui-même... Donc il peut en faire une partie, ça c'est très clair. Par exemple, personne ne vous met un revolver sur la tempe avant d'acheter un hamburger. D'accord ? Si on achète moins de hamburgers, ça résout du reste un des problèmes de ma voisine qui n'a plus besoin de mettre des bornes de recharge sur les parkings de McDonald's pour ne pas les nommer. Mais donc, personne ne vous met un revolver sur la tempe pour ça. Donc il y a quand même une part du citoyen qu'on peut faire. Il faut bien voir que l'effort du citoyen, il demande souvent de changer des schémas culturels. Et c'est aussi pour ça que l'effort dans l'entreprise est paradoxalement un peu plus facile à faire, parce que l'entreprise est un système collectif par nature. Or, on est des animaux sociaux, et faire les efforts seuls de notre côté, en s'extrayant des groupes auxquels on appartenait, on a horreur de faire ça. Quand on est dans une entreprise, le gros avantage, c'est que l'effort devient celui du groupe. Et donc, on ne se coupe pas d'une base sociale en participant, en prenant sa part. Alors que si on décide seul dans son coin de ne plus prendre l'avion, alors qu'on est dans une famille qui adore faire ça, ou dans un groupe d'amis qui adore faire ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc l'effort du citoyen passe aussi beaucoup avec les schémas culturels, qui est un sujet sur lequel il faut aussi travailler. Et donc, si on veut tabler sur la sobriété, en fait, c'est essentiel d'anticiper. On ne sait pas bien faire de la sobriété sans anticiper et sans planifier. Quand on est pris de court, en pratique, on peut appeler ça de la sobriété. Ce que c'est réellement, c'est plutôt de la pauvreté avec la nomenclature que je viens d'évoquer. Alors, j'ai entendu un mot, comme vous avez pu le voir, qui a fait briller mes yeux. Le mot « anticiper ». C'était peut-être un peu écrit et cousu de fil blanc, ce qui est en train de nous arriver en termes de consommation énergétique, avec les déplétions qu'on peut avoir sur certains champs gaziers, pétroliers, certains pays qui parlent beaucoup de pétrole, et des choses comme ça. C'était cousu de fil blanc. Pourquoi on en est arrivé, pourquoi on en arrive à voir nos politiques courir comme des canards sans tête ou des poulets sans tête? Parce que c'était pas planifié, parce que Jean-Marc Jancovici n'a pas essayé de leur tirer la sonnette d'alarme depuis pratiquement plus d'une décennie. Est-ce que c'est parce que ça les ennuie? Parce que dire qu'on rentre dans une décrue énergétique de consommation, ça induit des répercussions sur notre organe productif, notre organe de service public, et ainsi de suite. Pourquoi c'est pas anticipé? Alors, il y a un peu de tout ça. Là, il y a une partie de la réponse qui est, en fait, on ne sait pas bien quoi faire si on accepte ces prémices, c'est-à-dire si on accepte l'hypothèse de départ, à chaud, là, on n'a pas la boîte à outils pour savoir comment est-ce qu'on s'organise au mieux.
Et on n'a pas non plus la boîte à outils pour faire le lien entre les flux physiques et l'économie. En fait, quand on regarde la façon dont est théorisée l'économie aujourd'hui, les fonctions de production, par exemple, n'incluent pas l'énergie, elles n'incluent pas les flux physiques. Les fonctions de production supposent souvent que toutes les ressources sont substituables entre elles. En fait, le capital est indifférencié dans la fonction de production. Donc, la compétence de la personne qui est en train de m'interviewer, qui est un élément de capital, ou les mètres carrés sur lesquels je suis assis en ce moment, qui est un autre élément de capital, ou une forme de substituabilité entre les deux. Et voilà, si on a moins de l'un, on peut faire un peu plus de l'autre, et on s'en sort toujours. Donc, en fait, la façon dont on a théorisé l'économie demande un gros effort de réflexion. Moi, ça m'a demandé des années. Enfin, je veux dire, alors que j'étais dedans au quotidien. Ça peut-être pas aidé non plus, c'est pour ça. Non, mais ça m'a demandé des années. C'est très prétentieux d'arriver à se faire à l'idée que l'économie avec laquelle tout le monde fonctionne possède un énorme angle mort qui ne permet pas de voir arriver un certain nombre... C'est très prétentieux de penser ça. Est-ce que ça vient... Qui je suis pour me dire ce qu'on m'a enseigné à l'école, l'économie qu'on m'a appris... Est-ce que ça vient de la formation ? Le fait qu'on n'arrive pas à en penser en dehors de la boîte et qu'on n'arrive pas à modéliser les signes noirs. Bien sûr que oui, puisque la formation, c'est la reproduction des schémas d'organisation qui ont permis aux précédents de s'en sortir. Donc en fait, c'est à ça que ça sert, la formation. C'est je vais t'apprendre le monde, et ainsi tu auras des repères et tu pourras mieux t'en sortir. Bon. Donc c'est vraiment à ça que ça sert. Donc si les repères qu'on fournit sont des repères qui sont imparfaits, ça demande un gros effort sur soi-même de l'accepter, déjà ça, parce qu'on se dit, c'est pas possible qu'on m'ait raconté des carabistouilles, que l'ensemble du système soit basé sur des carabistouilles. Bon, je le redis, c'est monstrueusement prétentieux de penser ça. Donc ça demande y compris, enfin moi ça m'a demandé un gros effort sur moi-même de finir par accepter cette conclusion. Alors aujourd'hui je suis très à l'aise avec, mais c'est pas rapide. Donc quand on regarde la façon, encore une fois, dont l'économie est théorisée, on se rend compte que dans la théorie économique, on n'a pas besoin de l'énergie. On n'en a pas besoin. On a du capital, on a du travail et on a de la production. C'est comme ça que ça marche. L'énergie est un facteur de production parmi d'autres. Si on en a moins, on aura plus d'autres choses. C'est pas très grave. On n'est même pas capable de comprendre que la diffusion du progrès technique, c'est de l'énergie. Pour être capable de fabriquer en grande quantité des objets qui comportent une nouveauté, il faut de l'énergie. Des fois, pour être capable de les faire fonctionner, il faut de l'énergie aussi. Donc, en fait, on n'arrive pas aujourd'hui... Et une fois qu'on a bâti un capital intellectuel accumulé de 2 siècles, même basé sur des axiomes de départ qui ne sont pas les bons, c'est inenvisageable de tout jeter à la poubelle en disant qu'on repart de zéro. On est quasiment à poil. Donc on est prisonnier de nos schémas mentaux, de nos façons de fonctionner, etc. Alors le monde politique... Et de l'inertie du système. Et de l'inertie du système. Donc le monde politique est dans, mais il n'est pas seul. Il y a encore pas plus tard qu'à l'université d'été du MEDEF, il y a une semaine, le nouveau président du MEDEF a dit ce qu'on vise, c'est la croissance. Donc, comment il s'appelle ? Patrick Martin. Donc, alors, je le blâme pas en tant que tel. Il faut bien voir que patron du MEDEF, c'est déjà un poste politique. On est déjà au service de ses adhérents, donc on leur dit un peu ce qu'ils ont envie d'entendre quand même. Mais il n'empêche que on est aujourd'hui dans un système dans lequel c'est très très difficile. On a un gros paquebot avec un tout petit gouvernail, quoi. C'est vraiment ça le sujet. Donc les politiques, ils sont là-dedans comme les autres. Après, il faut voir que le métier de politique, une fois qu'on est en fonction, enfin, quand politique, je parle de ministre, je parle de député, je parle de président, etc. Je ne parle pas du maire de ma commune. Hein. Eh bien, quand on est politique en fonction, en fait, on est dans une lessiveuse. Il faut bien comprendre qu'une fois... Rocard disait très justement, le job de Premier ministre consiste à prendre toutes les 2 minutes une décision sur un dossier qu'on n'a pas eu le temps de regarder. Et à son âme. Paix à son âme, parce que je pense que c'était un type qu'on a un peu raté. Et donc... Juste avant de... Je vais me permettre une expression. Juste avant de canner, il a quand même tiré la sonnette d'alarme une dernière fois. Bah, je pense que c'est quelqu'un qui avait un vrai goût pour le service de la collectivité. Voilà, encore une fois, bon, il a probablement eu quelques travers qu'il a développés dans l'exercice de son métier, mais je pense qu'à la base, il y avait quelque chose de sincère. Bon, mais peu importe. Donc, pour en revenir à ce que je disais, une fois qu'on est dans le... Bon, lui a très justement dit, une fois qu'on est au pouvoir, on est dans une lessiveuse. Et donc, on a très peu de temps pour prendre du recul et changer sa manière de voir le monde.
On a très très peu de temps pour ça. Or, moi, l'essentiel de ce qui m'a permis de faire le chemin que j'ai fait en comprenant que c'était les flux physiques qui structuraient l'économie, je l'ai fait en me baladant sur des sentiers de montagne, je l'ai fait en ayant des périodes de 15 jours pendant lesquelles je n'étais pas dans le quotidien, en ayant, etc. C'est pas pour rien que dans l'ancien temps, il y avait que les nobles et les rentiers qui avaient du temps pour penser, parce que quand on a besoin d'assurer au quotidien des tâches opérationnelles qui vous bouffent complètement l'énergie et l'esprit, on n'a pas le temps pour prendre du recul. Donc le politique moderne, ou la politique moderne, n'a pas ce temps-là pour prendre du recul, et donc c'est très très difficile pour eux. Alors, ils n'ont pas ce temps-là. Et par ailleurs, derrière, ils n'ont pas la boîte à outils. Admettons que, demain matin, on postule que l'économie française, pour les 50 prochaines années, sa tendance naturelle va être de décroître. On fait quoi ? D'accord ? Qui a réfléchi à comment est-ce qu'on gère les hôpitaux, les retraites, le salaire minimum, l'école, etc. Personne. D'accord ? Donc, on n'a pas la bonne boîte à outils pour comprendre le lien entre les ressources naturelles et le fonctionnement économique. Et du coup, on n'a pas la bonne boîte à outils pour gérer un système dans lequel il y a l'un des pieds du tabouret là qu'on vire. C'est le message que tu essayes de faire passer là ou pas ? Alors oui, parce que je pense que la manière de corriger ça, elle est très lente. Elle s'appelle multiplier les thèses. C'est-à-dire qu'il faut prendre le problème à la racine. Hein. L'innovation dans la recherche et dans la représentation et dans les modèles, dans les schémas mentaux qu'on a, ça se passe chez les jeunes en début de carrière. C'est à ce moment-là qu'on peut faire des choses que les autres n'ont pas faites. Donc en fait, si on veut révolutionner l'économie, ça doit passer par des thèses, c'est-à-dire un nombre croissant de gens qui travaillent sur des problèmes nouveaux. Et ils le font au moment où ils ne sont pas encore prisonniers de leur rente intellectuelle. Donc c'est au moment de la thèse que ça se... Non mais moi je suis déjà prisonnier de ma rente intellectuelle, c'est absolument évident. Donc il faut le faire au moment où les gens ont encore pas d'attache de ce point de vue. Et c'est à ce moment-là que... Donc oui, effectivement, il faut que dans les labos qui acceptent d'être un peu à la marge, etc., il faut consacrer des thèses à comment est-ce qu'on fait la boîte à outils qui va nous permettre de gérer avec un monde macroscopiquement, hein, parce que microscopiquement, on sait faire. Je fabrique des câbles en cuivre, j'ai moins de cuivre, je regarde comment je m'organise. Au besoin, je fais des trucs douloureux, je me sépare d'une partie des gens qui bossent, je vends à moins de monde, mais j'ai une boîte à outils. Je ne suis pas complètement à poil en termes de méthode. Au niveau de la collectivité dans son ensemble, et notamment au niveau de l'État, on ne sait pas faire. Ça veut dire que les politiques sont à poil. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la boîte à outils pour ça. Donc, quand ils sont confrontés à ce genre de situation, ils naviguent un peu à vue. On le voit bien. Il y a poil, quoi. C'est la manière un peu provocante de dire la même chose.